de professeurs de mathématiques. C'est un débat qu'on entend depuis plusieurs mois, peut-être même quelques années maintenant. Est-ce que la proposition du candidat Alassane Ouattara, dite par Jérôme Patrick Achi ce soir, vous ont convaincu, docteur Moustapha Fofana? Bon, je dirais que c'est plutôt les Ivoiriens qu'on doit convaincre. Sinon, moi, à mon niveau, Vous êtes un compatriote. Oui. Moi, je pense que c'est vrai que le Premier ministre Patrick Achi a parlé de construction de plus de 1600 lycées et collèges. Il a parlé aussi au niveau du capital humain, parce que le capital humain, il faut le dire que c'est ce qu'on appelle le capital intangible. C'est-à-dire, c'est le capital qui vous suit jusqu'à la tombe. Donc, c'est le capital qui est incorporé à l'individu. Et donc, lui, il a mis l'accent là-dessus. Il a dit qu'il faudrait qu'on puisse, au niveau de l'éducation, aller vers l'enseignement technique et professionnel, parce que réellement, l'enseignement général a montré ses limites. Il faudrait qu'on puisse aller vers l'enseignement technique et professionnel. Ensuite, il a parlé aussi du fait qu'on a des jeunes qui sont plus ou moins ce qu'on appelle communément l'inadéquation entre la formation et le travail. Donc il a parlé de voir dans quelle mesure on peut réadapter ou bien on peut reformer ces jeunes-là pour que ces jeunes-là puissent être, pour augmenter l'employabilité de ces jeunes. Et donc, donc c'est au niveau du capital humain, comme je l'ai dit. Ce sont ces deux aspects-là. Éducation, santé. Et là, au niveau de la santé, comme on l'a dit... On reviendra sur la santé. Maintenant, pour l'éducation, je pense que c'est vrai que déjà, il y a des infrastructures qui ont été réalisées. Il y a beaucoup encore à faire en termes de construction de classes, en termes de construction d'écoles, en termes de recrutement aussi des enseignants. Au-delà, il faudrait que, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, le Premier ministre n'a pas parlé de ça, mais c'est un aspect qui est très important, qui est l'aspect qui est pour moi fondamental au niveau du système éducatif, surtout ivoirien, c'est l'informel, c'est-à-dire l'informel au niveau des enseignants du privé. Parce que si on veut que notre système éducatif puisse être productif, si on veut que notre système éducatif puisse produire, avoir un taux de réussite assez élevé, il faudrait que les enseignants du privé puissent sortir de cette précarité-là. Donc, très bien, merci beaucoup, docteur Moustapha Fofana. Docteur Hucho Béranger, est-ce que ces propositions du candidat Alassane Ouattara sur l'éducation vous convainquent? Je pense que globalement, il a parlé de renforcement. Moi, à mon humble niveau, j'aurais préféré qu'on nous dise de là où on était, quels sont les progrès qui ont été réalisés, voyez, ce qui reste à faire. Parce que, voyez-vous, la croissance et le développement d'un pays reposent sur le capital humain. Alors, lequel capital peut permettre, n'est-ce pas, de capter les innovations, lequel capital peut nous permettre, n'est-ce pas, de produire des richesses, n'est-ce pas, à l'intérieur de nos pays. Alors, dans nos économies, en général, l'accent n'est pas trop mis sur la formation des jeunes. Et donc, dans les propositions qui ont été mentionnées par le représentant du candidat, je pense qu'ils ont parlé de la transition vers l'école professionnelle, n'est-ce pas, vers le système professionnel, pour capter les jeunes qui n'ont pas eu cette chance de réussir, n'est-ce pas, dans l'enseignement général. Ça, c'est une très bonne proposition, parce que, rassurez-vous, l'industrialisation repose souvent sur les métiers. Et en général, en Côte d'Ivoire, on est beaucoup plus généraliste. Donc, mettre l'accent sur la formation des métiers, et pour l'occasion, je pense qu'il y a des centres professionnels qui ont été construits à Ebimpe, dans pratiquement toutes des grandes régions, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Et je pense que lorsqu'on mettra ces formations-là en pratique, je pense que ça pourra soutenir le système industriel qui pourra créer vraiment de la richesse. Parce que, en général, dans nos pays, qu'est-ce qui se passe? On passe du secteur primaire, n'est-ce pas? On exporte beaucoup nos produits à l'extérieur, nos produits. Même au niveau j'allais dire, au niveau de la transformation du cacao, il a dit qu'on était à un niveau de 50%. Au niveau du cajou, je pense qu'on est arrivé à 21%. Mais il faut soutenir encore ces efforts-là, et ça passe forcément par la formation professionnelle. Donc, mettre l'accent sur cette formation-là nous permettra encore de capter encore de la richesse que nous exportons à l'extérieur. D'ailleurs, je rappelle que le gouvernement a lancé donc un projet de construction de 14 lycées professionnels. Et il y a quelques semaines, celui de Diabo, qui se présente comme le plus grand de tous, a été inauguré. Alamine Fofana, est-ce que la formation professionnelle aujourd'hui est devenue le seul rempart? Quand vous avez écouté Jérôme Patrick Achi ce soir, est-ce que c'est le seul rempart, selon vous, pour permettre justement de résoudre la question du chômage des jeunes? Non, pour moi, ce n'est pas le seul rempart. En fait, c'est de laisser les différences s'exprimer et de mettre les moyens à disposition de chaque jeune en fonction de leur aptitude personnelle. Pour moi, d'abord, le premier élément, avant de revenir sur cette question-là, c'est la question d'avoir des citoyens, dans tout le sens du thème, et des Ivoiriens qui sont républicains. Parce que lorsque le président de la République donne la vision globale du pays, fait de la Côte d'Ivoire une nation prospère, solidaire et en paix. Donc la solidarité, la prospérité et l'état de paix qu'on doit avoir est tributaire du fait que chaque citoyen
à son micro-niveau, puisse conjuguer des efforts pour faire en sorte qu'on soit dans une Côte d'Ivoire de paix. Donc pour moi, la première chose à faire d'abord en matière de renforcement du capital humain, c'est pour moi, l'éducation au droit à l'homme et à la citoyenneté qui est aujourd'hui enseignée à l'école est un peu dépassée. Parce qu'on passe d'abord de l'ECM à l'EDHC, éducation civique et morale, à l'éducation au droit à l'homme et à la citoyenneté. Pour moi, aujourd'hui, l'enjeu en Côte d'Ivoire, c'est de changer même la nomination de cette filière-là pour qu'elle puisse s'appeler formation politique. Pour pouvoir réconcilier les Ivoiriens depuis le bas âge avec le substantiel politique qui souvent résonne avec de la violence, de la méfiance et de la belligérance. Comme cela, chaque citoyen saura que je sois dans le domaine de la musique, que je sois dans le domaine de l'art plastique, dans la mécanique et autres, je suis un citoyen qui doit conjuguer des efforts à mon petit niveau pour qu'on puisse avoir une vision, pour qu'on puisse avoir un pays prospère, solidaire et en paix, conformément aux initiatives gouvernementales. La deuxième chose, c'est de donner maintenant les leviers à chacun, qu'on soit dans le domaine général ou dans la formation professionnelle. Donc c'est d'expliquer en quoi constitue tel métier, tel débouché. Parce que justement, il y a l'impression que les parents cherchent toujours la filière miracle qui va rendre l'enfant riche. L'école n'est pas faite pour rendre les gens riches. L'école est faite pour donner une éducation, une instruction. Et c'est cette éducation et instruction-là qu'on transforme pour pouvoir monnayer, pour avoir de l'argent. Ça peut être dans une entreprise à titre personnel ou dans une organisation internationale. Donc c'est de pouvoir donner les leviers, l'information et le fond de chaque domaine en fonction de ce que ça peut avoir dans l'avenir. Pour terminer rapidement, le RHDP, par exemple, dans son programme, prévoit former 50 000 ingénieurs, chercheurs et techniciens entre 2025 et 2030. Donc, c'est une bonne initiative. Maintenant, on doit regarder maintenant l'exigence en matière d'efficience. Donc, est-ce que ces ingénieurs-là auront suffisamment des niches, des entreprises pour pouvoir travailler et servir le peuple de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on n'aura pas encore une fuite de cerveau? Parce que très souvent, quand ils sont formés, ils vont en Occident pour pouvoir avoir du travail parce que les offres sont meilleures. Donc, c'est de veiller à ce qu'on puisse arriver à un niveau où, véritablement, ces différents ingénieurs-là puissent être intégrés en interne pour pouvoir servir la Côte d'Ivoire. Monsieur, sur le chapitre de la santé, ce qui devrait être présenté aujourd'hui comme un succès du RHDP et de la gouvernance du président Ouattara est critiqué par bon nombre d'Ivoiriens. Je veux parler donc de la couverture maladie universelle et il est revenu là-dessus. Aujourd'hui, est-ce que la couverture maladie universelle se présente comme un pas en avant dans la gouvernance RHDP? Ok, moi je pense que c'est un pas. C'est un pas. C'est vrai que on va dire c'est un petit pas parce que la couverture universelle, c'est assez difficile à mettre en œuvre. Parce que là, ça concerne pratiquement 40 millions, 30 millions d'habitants qui ont des revenus assez disparates, qui certains n'ont pas de pièces pratiquement. Donc ça veut dire que c'est difficile à mettre en place. Comment réussir à mettre, parce que c'est ça l'assurance. L'assurance, c'est de prendre des personnes qui ont moins de risques et des personnes qui sont hautement risquées ou même qui ont plus de risques, les mettre ensemble et proposer, ou bien leur proposer une assurance qui arrive à satisfaire tout cela. Et donc c'est difficile à mettre en œuvre. Et déjà, dans nos pays, c'est encore plus difficile. Parce que lorsque vous regardez un peu, c'est vrai qu'on essaie de copier avec ça le modèle français, mais le modèle français a ses limites. Et donc nous, et puis au-delà même des limites du modèle français, le modèle français, pour qu'il puisse être optimal, il a pris assez de temps. Il a pris assez de temps. Et donc, ce que je peux dire au niveau de l'assurance maladie, parce que c'est pas nouveau, il y a eu l'AMU, tout ça. Donc, c'est un mécanisme, ou bien c'est plutôt un instrument qui va prendre assez de temps. Et lorsque l'instrument va atteindre sa vitesse de croisière, je pense qu'elle va permettre de pouvoir faire beaucoup de miracles, arriver à véritablement satisfaire les Ivoiriens. Mais sinon, il faudrait qu'on puisse être patient. Procéder d'abord au recensement des bénéficiaires ou de la population, parce que là c'est toute la population. Voilà. Et ensuite, voir dans quelle mesure on peut essayer de mettre en œuvre. Mais déjà, il faut dire que au niveau de l'État, ils ont commencé avec les producteurs de cacao, par exemple, qui, eux, ils ont une certaine organisation. Et donc, si on continue comme ça, on essaie de voir ces niches-là, les niches de personnes, et puis bon, je pense que ça pourra se faire. Mais ça va prendre assez de temps quand même. Docteur Roucho Béranger, 6 000 milliards de dettes en 2011, la présentatrice l'a rappelé dans les échanges avec le Premier ministre Patrick Kachi. On est passé à 35 000 milliards en 2025. Est-ce que sa réponse, justement, vous a convaincu, pour vous qui êtes économiste? J'allais dire... La dette, en soi, n'est pas un problème. C'est ce qu'on fait de la dette. Mais dans sa réponse, il a parlé de ratio. Vous voyez, on essaie de calculer le ratio de la dette par rapport au PIB, vous voyez, au produit intérieur brut. Alors donc, c'est vrai que la dette, voyez, dans un ordre de grandeur, on voit que la dette a été multipliée, voire pratiquement peut-être par 10, je pense, en l'espace de 15 ans. On pourrait dire que c'est énorme. C'est énorme, mais qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que cette dette-là a été investie dans des activités génératrices de revenus? Est-ce que cette dette-là a été bien investie?
De sorte que, par exemple, si on investit dans le capital humain, vous voyez, lorsqu'on forme bien des personnes, ces personnes vont travailler et on pourrait peut-être espérer avoir quoi, des revenus futurs. Est-ce que cette dette-là a été investie dans des projets qui permettent, n'est-ce pas, d'améliorer la compétitivité des pays et de notre pays, n'est-ce pas, la compétitivité des entreprises? Alors, il faut questionner cette dette-là, en fait. Et donc, bon, le RHDP ne nous a pas présenté peut-être une ventilation assez claire de cette dette-là et comment est-ce que cette dette a été utilisée. Mais bon, tout compte fait, la dette n'est pas mauvaise, comme on le dit, mais cette dette-là peut réduire la marge de manœuvre, n'est-ce pas, budgétaire. Parce que, en définitive, cette dette sera payée. Qui va la payer? C'est la génération future. Et donc nous devons nous développer, certes, mais nous ne devons pas priver la génération future de se développer. Ça, Très bien, c'est entendu. Alamine Fofana, c'est une épineuse question qui revient et on était certain qu'à la faveur de cette présidentielle, la question sera posée au RHDP, la question de la dette ivoirienne. La réponse de Jérôme Patrick Hachi vous a-t-elle convaincu? Ouais, généralement la réponse du pouvoir sur cette question-là est classique, c'est une réponse classique. Donc la dette est libellée par rapport aux devises de remboursement et tout ça. Et après, comme le docteur l'a dit, on n'a pas vraiment une communication claire là-dessus. Parce que souvent, dans le financement de l'économie, il peut arriver qu'on contracte des dettes pour pouvoir exécuter certains programmes. En tout état de cause, je suis de ceux qui pensent que la dette peut être un instrument de développement et est censé même être un instrument de développement. Mais pour éviter de rentrer dans ce qu'on a connu dans les années antérieures par rapport au programme d'ajustement structurel où la Côte d'Ivoire n'arrivait plus à faire face à sa dette, où ce sont les institutions de Bretton Woods qui nous ont imposé la manière dont on devait investir. Donc dire à un pays de minimiser ses investissements en éducation, c'est grave. Donc peut-être ça peut empiéter une bonne décennie des cadres ivoiriens. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de tendre vers ce niveau, ou bien on a une dette soutenable, équilibrée, qui permet de développer la Côte d'Ivoire? Ça, c'est clairement l'affaire des économistes. Très bien. Et justement, c'est à un autre économiste que je viens poser la question, Dr Moustapha Fofana. Oui. On a quand même à la tête de ce pays un brillant économiste qui est passé d'ailleurs dans l'une des institutions de Bretton Woods. Est-ce qu'on doit avoir peur? Est-ce que la génération future doit avoir peur? Oh, moi je dirais que non. Il faudrait pas que... Je pense que... Est-ce qu'on a le choix? Souvent, avec le débat sur la dette et tout ça, c'est comme si on avait la possibilité, on avait d'autres possibilités. Est-ce qu'à l'état actuel de notre économie, est-ce qu'on a d'autres possibilités? Moi, je dis que non. Parce que c'est vrai que les gens essaient de respecter tout et tout, ce qui est tout à fait normal, mais on a entre, soit contracter des dettes, comme le collègue l'a dit, sûrement qui seront payées par les générations futures, ou bien augmenter la pression fiscale. Déjà que les Ivoiriens, les Africains même généralement, parce qu'en réalité, la dette, ce n'est pas au niveau de la Côte d'Ivoire seulement que ça pose problème. C'est au niveau même des pays africains. On n'arrive pas à mobiliser efficacement les ressources internes. Et donc, alors qu'on a des besoins qui sont pratiquement illimités en termes d'infrastructures, c'est-à-dire écoles, centres de santé, etc., etc. Et là, on fait comment? Est-ce qu'on ne construit pas des écoles? Est-ce qu'on ne construit pas des routes? Est-ce qu'on ne construit pas des centres de santé? Est-ce qu'on ne paye pas les fonctionnaires, etc., etc. Moi, je dis qu'il faudrait aller au plus précis. Et là, si on a la possibilité, et actuellement, la Côte d'Ivoire, lorsqu'on regarde les chiffres, c'est pas alarmant. Lorsqu'on regarde les chiffres actuellement, c'est pas alarmant. C'est vrai qu'on peut dire que c'est pas forcément une solution à long terme, quoique les États, de façon générale, s'endettent, mais la solution doit venir au niveau de la mobilisation des recettes fiscales. Très bien. Mais sinon, actuellement, la dette, pour moi, ce n'est pas un véritable problème parce qu'on n'a pas d'autre choix. Très bien. Alors, docteur Ncho, pour finir vraiment cette édition spéciale, est-ce qu'on peut dire, comme il le dit docteur Moustapha Fofana, que la question de la dette n'est pas alarmante par rapport à certains pays, par exemple comme le Sénégal, qui a plus de 100% endetté de son produit intérieur brut? Bon, je pense que sur cette question, il y a deux analyses qu'il faut faire. Je pense que lorsqu'on regarde, par exemple, les critères de l'UEMOA, qui est de 70% du PIB, ouais. On est aujourd'hui, je pense, autour de 50% ou bien 55%, je pense. Et donc, on peut dire sur cette question-là, c'est pas alarmant. Très bien. Mais de l'autre côté, comment est-ce que cette dette est utilisée? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle ne réduit pas notre marge de manœuvre budgétaire? C'est toute la question. Est-ce qu'elle ne prive pas, n'est-ce pas, les investissements peut-être prioritaires pour les générations actuelles?